Le vidéogramme que vous allez regarder est basé sur des faits réels. Il relate plusieurs mois d'enquête autour de la campagne publicitaire du film Longlegs. Vous entrez dans une zone sans spoiler, mais il est recommandé d'avoir visionné le film au préalable, ainsi que de s'abonner à la chaîne ci-dessous. Maxime vous remercie de votre patience et vous souhaite un bon visionnage. Les producteurs d'une société de cinéma s'apprêtent à visionner un film que le monde n'a pas encore découvert. Le fondateur de cette entreprise est présent, ainsi que le réalisateur du film. Ce réalisateur est prêt à tout pour que son film devienne un événement majeur dans le monde du cinéma. Car ce film recèle un terrible secret. Toute l'équipe est sous le choc. Les images provoquent un terrible malaise. À la fin du film, le fondateur de la société en est tout retourné. Il s'adresse alors au réalisateur. On est partant. Le monde doit voir ces images, mais à une condition. Laquelle ? Vous devez nous laisser totale carte blanche pour faire des folies. Bien sûr, tant que c'est dans votre style. Les deux hommes se serrent la main et concluent l'accord. À ce moment, dans ses bureaux de New York, personne ne savait encore que ce film d'horreur allait être l'événement horrifique majeur de 2024, ainsi que l'une des plus grandes campagnes marketing jamais réalisées sur le web. Aujourd'hui enfin, je peux découvrir le film au cinéma après des mois à suivre chaque détail de l'enquête. Et sans mentir, cette histoire m'a fait tomber dans un des terriers de lapin les plus sombres que je n'ai jamais parcouru. Une histoire qui va lier le destin de plusieurs très grands noms du 7e art, de l'ambition démesurée d'un homme pour changer la face du cinéma américain à tout jamais, mais surtout le sombre secret d'un réalisateur maudit par sa famille et hanté par les fantômes d'Hollywood. Aujourd'hui, on mène l'enquête sur Longlegs. Bon, on peut pas aborder le film comme ça, il faut un contexte à cette histoire. Vous le savez, avant que le film ne commence, nous pouvons voir les logos de tous les producteurs et les distributeurs qui ont participé au film. Et la société qui nous intéresse aujourd'hui appartient aux deux catégories. Normalement, vous avez tous déjà vu passer ce logo. Non. Oh si, vous l'avez sûrement déjà vu passer. Neon. Une jeune société de distribution de films américains, née en 2017 des mains de l'entrepreneur Tim League, mais surtout de notre personnage principal, Tom Quinn. Alors le Tim et le Tom, ils ne bossent pas ensemble pour rien. Ils ont fondé Neon sur une vision du cinéma commune et très claire. Ça tourne ! Les majors américaines monopolisent le marché avec des blockbusters interchangeables et des budgets ridiculement élevés. Et à côté de ça, il y a plein de réalisateurs ou de petites productions qui aimeraient juste vendre leurs films sans avoir à hypothéquer sa maison. On y retourne ? Mais où est-ce qu'il est, ce con de Perchman ? Surtout que alors ils sont cool leurs films quoi, mais juste personne n'est au courant que ces films sortent car Deadpool et Wolverine sortent au cinéma, tout le monde s'en fout, on ne va parler que de ça. Stop. On va le faire muer. Et c'est à partir de ce constat que Tim et Tom veulent proposer une alternative aux films commerciaux traditionnels, en mettant en avant des œuvres plus audacieuses et créatives. L'intention de Neon est de rechercher un public de moins de 45 ans. Il n'a aucune aversion pour la violence, aucune aversion pour les langues étrangères et la non-fiction. Et du coup, ils l'ont fait en fait. Chacun a sa propre vérité. Il est en train de danser ? Et il fait quoi comme Corée ? Oh la vache !
Et oui, c'est en grande partie grâce à eux qu'on a pu avoir ces masterclass, donc vous avez compris, ce sont pas des rigolos les Tim et Tom. Mais depuis 2019, Team League a laissé la gestion de la société à Tom Quinn, parce que en 2019, il s'est passé un truc qui a vraiment propulsé Neon dans un autre univers. Attends, je comprends rien à ton truc. Ça fait quoi un distributeur de cinéma en gros? Bonjour Axel, moi aussi je suis content de te voir. Un brèche. Ok. Le réalisateur fait le film. Le producteur donne l'argent au réalisateur pour faire le film. Et le distributeur fait en sorte que des gens aillent voir le film. C'est plus clair? Grave. Ok, imaginons, tu es un réalisateur coréen. Non. Si Axel. Non, Maxime. Non. Tu as réalisé un film qui a un joli succès en Corée. Déjà, c'est trop cool, champagne. Maintenant que tu as conquis ton pays, la prochaine étape, c'est de confronter ton film aux meilleurs films des autres pays, à travers des cérémonies ou des festivals. Eh, ça tombe bien, ton film a été sélectionné dans le plus célèbre festival du monde, le Festival de Cannes. Voici maintenant le jury du 72e Festival international du film de Cannes. Va-t-on les reconnaître après 60 films et 2 semaines de cinéma? Et le président du jury, Alejandro González Iñárritu. Bravo à toi, là c'est champagne et petit four à la truffe. Bon, si on rêve un petit peu, là, la dinguerie, ce serait que ton film remporte la Palme d'Or, hein, la plus haute récompense du festival, mais bon, c'est très peu probable, ne rêvons pas trop. The Palme d'Or goes to... Revient à... of Bong Joon-ho. Parasite met en scène une famille de chômeurs coréens confrontés à l'arrogance des mendiants. Cette satire politico-sociale façon affreuse sale et méchant marque le retour de Bong Joon-ho dans son pays après 2 expériences en langue anglaise. Alors ça, c'est un twist. Là, c'est champagne, truffe, limousine et petit rail. Quand Bong Joon-ho vient présenter son film Parasite au Festival de Cannes de 2019, Merci. c'est notre ami Tom Quinn qui vient le voir pour lui faire une proposition. Laisser à Neon racheter les droits de distribution de Parasite pour le proposer à un public international, mais surtout au public américain. Bon oui, il faut capter la méta dans laquelle on est. Le marché américain est le pays qui exporte le plus de films au monde, avec une industrie du cinéma beaucoup plus développée que dans n'importe quel autre pays. Mais le public moyen américain regarde des films américains. Et il faut juste être un énorme crack pour le convaincre que « Oh, tu vois ce film coréen ? Bah il est mieux que 90% des films que t'as vus dans ta vie. T'as pas envie de le mater pour voir. » Envoyez le film! Et ça, c'est le job de Tom Quinn, de rendre le film crédible pour le grand public. Cependant, pour l'instant, le Festival de Cannes t'apporte une renommée critique indiscutable, ok, mais souvent, ce n'est pas suffisant pour créer un vrai succès public. Non, faut taper au-dessus. Faut taper la plus grosse cérémonie de récompense au monde. Faut taper les Oscars. Et pas que l'Oscar du meilleur film étranger, non. L'Oscar en compétition officielle. Et Tom va l'y amener. Il va porter le film parce qu'il y croit, parce qu'il a la foi en ce projet et ça vaut bien la peine d'essayer. The Oscar. It goes to... Bong Joon-ho. And the Oscar goes to... Parasite. Bong Joon-ho! And the Oscar goes to Parasite. Ok, c'est une turbo dinguerie. Alors là, c'est champagne, truffe, limousine, jacuzzi, un deuxième rail apporté par putain de Marilyn Monroe. Parasite devient le premier film non anglophone de l'histoire à remporter la statuette du meilleur film. Et là, t'as accompli un exploit. Faire remporter à un film étranger la plus prestigieuse des récompenses américaines sur leur propre terrain. Cette victoire fait de Parasite le plus gros succès de Neon, avec plus de 200 millions de dollars au box-office. C'est juste un énorme braquage. Et c'est à partir de là qu'ils sont montés sur le trône, car depuis cet événement, tous les favoris du Festival de Cannes ont signé chez Neon. The ship is going under. Stop.
I did not kill him. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi il fait référence quand il parle du pillage de son œuvre? That's not true. Vous aviez déjà frappé votre mari? Non. Non, jamais. C'est bien ce qui s'est passé. You're violent! Две недели я тебя спаил, и ты женился на проститутке. What the fuck? Ivan's father wants this marriage annulled. We are not getting a divorce, motherfucker! Нихуя себе. Why are you afraid of this little girl? On ne mesure pas encore tout l'impact que Neon a eu sur l'industrie. Ils ont littéralement changé la méta en rendant populaires des films étrangers qui n'auraient même pas pu atteindre les cinémas américains 2 ans plus tôt. Grâce à son engagement et ses méthodes marketing audacieuses, de nombreux films indépendants ou étrangers ont pu rencontrer un public partout dans le monde. Au fil des ans, nous avons constaté que la Palme d'Or a fini par signifier quelque chose d'assez important pour un très jeune groupe de cinéphiles. Et cette année, la première raison pour laquelle les gens sont venus voir le film Anatomie d'une chute, lors d'une projection test à Burbank, était le fait qu'il avait remporté la Palme d'Or. Bon, avec tout ça, je pense que vous comprenez à qui on a affaire et que vous allez vous en souvenir maintenant de ce logo. Mais en fait, tous ces films géniaux et incroyables qu'on vient de voir là, c'est même pas le sujet de la vidéo. Non, je suis là pour un projet d'une toute autre nature, bien plus énigmatique. Un projet qui allait propulser Neon encore plus loin que le succès de Parasite. Et pour ça, il va falloir qu'on remonte le temps jusqu'au 5 janvier 2024, avec une vidéo sur YouTube. Le 5 janvier 2024 sort une vidéo sur la chaîne de Neon appelée « Chaque année, il y en a une autre ». 911, what's your emergency? It's my daughter. I gotta be quiet. Sir, can you stay on the line with me? But it's not my daughter. Et cette photo, qu'on suppose être le cadavre de la famille, en fait on ne sait pas trop, on ne sait rien. Tous ensemble, on a aligné 2 neurones et on a compris que c'était sûrement le trailer d'un film, mais pas de titre, pas de membres du casting sur les photos, pas de date, aucun élément qui ne fait penser de près ou de loin à un trailer de film. Enfin, pas tout à fait. On a ce code. Démerde-toi avec ça. Le mystère s'épaissit très vite quand 2 autres trailers sortent. N'oubliez pas de faire vos prières et nous l'attendions. Dans le premier, nous avons enfin des vraies images du film. Are you still saying your prayers? Our prayers protect us from the devil. Top shot d'une grange où 2 membres du FBI non identifiables découvrent un coffre caché sous le plancher orné d'un crucifix. Évidemment, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, c'est le jeu. En revanche, on a ça. Ok, admettons. Mais attendez, il y a un truc qui est bizarre. Ok. Qu'est-ce qui se passe si j'augmente la luminosité? Ah, d'accord. On fait comme ça. Ah, aussi un nouveau code. La 3e vidéo nous place directement dans l'action et franchement, c'est pas plus rassurant. D'accord, vous avez compris, c'est pas habituel comme communication. En fait, ces vidéos ont toutes les archétypes d'une creepypasta. Si vous êtes abonné à la chaîne de Feldup, vous savez ce qu'est une creepypasta. C'est légendes urbaines nées sur internet comme le Slenderman, les Backrooms ou la Fondation SCP pour les plus connus. Comme si un démon avait pénétré dans les lignes de code de notre ordinateur pour nous apporter cette vidéo. Et ce genre d'histoire, internet en effrayant, la preuve est que ça a pris tout de suite. Les vidéos sont vues, analysées, repartagées et le code tombe en un rien de temps. En fait, c'était pas si compliqué, c'est un simple alphabet traduit de l'anglais. Ce qui donne pour la 3e vidéo Stowed upon the sand of the sea. Je me tins sur le sable de la mer. Tu mets ça dans Google et tu tombes assez facilement sur le verset 13.1 de l'Apocalypse. Je me tins sur le sable de la mer.
et je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces 10 cornes, 10 diadèmes. Et sur ces têtes, un nom de blasphème. La référence religieuse est confirmée avec le code de la seconde vidéo. On se dit que j'ai pas besoin de traduire ? On dit ça. Et pour la première vidéo, je reviendrai plus tard sur le code de la première vidéo. Parce que là en fait, on a vu que la face émergée de l'iceberg. Ils ne se sont pas contentés de trailers pour faire parler du film. Ils ont fait en sorte de dissimuler des indices partout et de façon constante. Oh Dieu, le bordel, un cul de merde, Bobby, tu fais quoi là? Tu fais ce truc, le truc dont je t'ai parlé là, le truc que je n'aime pas, qui commence par un F, fouiner. Ouais. À commencer par le journal Seattle Times qui publie un message codé, encore une fois sans contexte et très cryptique. Et ce coup de pub a eu beaucoup d'effets sur la population de Seattle, qui n'a pas pu s'empêcher de voir le parallèle avec les lettres du tueur du Zodiac. Un tueur qui avait le même mode opératoire en envoyant des messages codés à la presse. On dit quoi? 20 $ à qui déchiffre le nom du psychopathe? Bon, si on se met dans la tête d'un responsable marketing, on est allé chercher une cible en dehors de notre niche, c'est très bien, mais bon, on peut faire beaucoup mieux. Qui est-ce qu'on cherche d'autre en priorité? Un public cinéphile amateur de films d'horreur, ok, mais ils sont où ces gens sur Letterboxd? Vraiment, cherche pas, ils sont tous là. Messieurs. Et tout comme pour Seattle, le public de Letterboxd a vu débarquer des messages cryptés en commentaire de review, provenant du compte d'un certain Mr. Downstairs. Personne ne comprend, mais tout le monde kiffe, mission accomplie. Alors il faut continuer à toucher toujours plus de public. C'est comme ça qu'on a vu apparaître des panneaux publicitaires, toujours sans contexte, avec un numéro de téléphone. Et si on appelle le numéro... Oh god. Oh my god. There she is. What's your name? Little angel? Nice to meet you. My dog's barking. Sir! I'll be waiting. What the fuck? Bon, c'est bien sympa de balancer des codes un peu partout, mais maintenant les gens ont compris le truc et le code n'est plus un mystère pour personne. Quoique, en creusant un petit peu, les internautes sont tombés sur un site web. Vous commencez à comprendre la formule, un site très cryptique. De birthdaymurder.net. L'aspect bas de gamme du site nous renvoie vraiment à des univers de creepypasta. Le site parle des crimes d'un tueur en série qui assassine des familles depuis des années sans jamais laisser de traces. Et quand on arrive en bas de la page, le site nous donne 5 liens de téléchargement. Tous les dossiers sont protégés par un mot de passe, mais très vite des forums Reddit vont commencer à s'intéresser à l'affaire, et à partir de là ça va aller très vite. Déjà le nom des dossiers ce n'est pas des chiffres aléatoires, c'est le numéro d'une lettre dans l'alphabet. Encore des mots qui proviennent du livre des révélations, ça ne nous apprend pas grand chose, et surtout ce n'est pas le code. Non, en fait, il fallait décoder le nom du fichier originel, qui nous donne une phrase qui nous permet d'ouvrir les dossiers. À l'intérieur, on aura de multiples pièces à conviction sous forme de photos ou d'audio. On sent que Neon veut nous pousser à faire nos propres théories sur le film et à nous regrouper. Et ok, les énigmes n'étaient pas si complexes que ça, mais c'était pas le but en fait. Le but c'était qu'on se réunisse autour d'un mystère commun et de nourrir notre imagination. Et si on commence à rassembler tous les éléments, on comprend très bien à quel imaginaire il veut nous ramener. Long et dur est le chemin qui, de l'enfer, conduit à la lumière. Et on va où avec ça? Ça veut dire que ce n'est qu'un début. Il y a 7 péchés capitaux. La gourmandise, l'avarice, la paresse, la colère, l'orgueil, la luxure et l'envie. Vous me cherchez, n'est-ce pas? Sept. Une seconde.
Bonjour, je suis Paul Évry du San Francisco Chronicle. Quelqu'un pourrait m'éclairer au sujet d'une lettre qu'on a reçue? Je ne veux pas être dérangé. Merci. À ce stade, on peut déjà poser un premier constat. Ce n'est pas le premier film d'horreur que Neon sort. Le mois précédent sortait le film Immaculée avec Sydney Sweeney, une nonne qui tombe enceinte du diable. Et ce film a eu une campagne de communication beaucoup plus classique avec un premier trailer. Je sais que Dieu m'a sauvé pour une raison, mais... Il y a tous les acteurs importants, les éléments pour comprendre l'histoire. La souffrance, c'est l'amour. Et quelques images chocs pour donner de l'appétit. Comme c'est très régulièrement le cas, on concentre la promo sur la tête d'affiche. On a donc Sydney qui regarde le film avec des nonnes dans une église et qui a l'air d'y prendre un malin plaisir. Ou Sydney qui joue au jeu du « Qui voulez-vous sauter, marier ou tuer ?» C'est comme ça que j'ai appris que Jack Torrance était très convoité. Okay, so I'm going to fuck Jack Torrance. Me too. He's hot. Yeah, he is. Johnny! Immaculée est vendu comme un film de divertissement d'horreur, mais on est quand même sur une ambiance très légère, à l'antipode de ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et pourtant, malgré le peu d'informations à disposition, les vidéos sont partagées, les gens sont fascinés par le projet, alors qu'on ne sait même pas de quoi ça parle. Et dans très peu de temps, ils allaient avoir une réponse à leurs questions. D'accord. Ça fait beaucoup d'un coup. Déjà, l'information la plus importante à retenir. Vous vous rappelez le code de la première vidéo qui était sortie? Les internautes l'avaient craqué sans vraiment comprendre sa signification. Mais maintenant, on sait ce que c'est. C'est le titre. Autre info très importante, on a enfin un synopsis. Lee Harker, nouvelle recrue du FBI, se voit confier une affaire non résolue sur un tueur en série surnommé Longlegs. Son enquête se complexifie avec la découverte de preuves liées à l'occultisme. Maintenant, on sait de quoi ça parle. Dans le trailer, il n'y a pas de dialogue ni de code, juste un défilement d'images qui, il faut le dire, ne laisse pas indifférente. On est à 1000 lieues d'un Immaculé ou d'un Conjuring. On comprend que c'est un film qui va jouer sur le malaise, l'ambiance et le suspense. Ok, on aime ça. Mais ce qu'il faut vraiment regarder, ce sont les noms à la fin du trailer. Déjà, le réalisateur Oz Perkins. Mais si, vous savez, c'est ce mec dans Nope, là. Non. Ok. La vache. Super. Tout le monde se souvient de lui. Qui en est à son 4e long métrage, tous des films d'horreur, mais avec un vrai sens du cadrage et du rythme. Car le diable est dans les détails. Certains l'ont déjà comparé au film de Ari Aster, qui est devenu le nouveau pape du film d'horreur au cinéma depuis Hérédité et Midsommar. Et non, on ne reparlera pas d'Elevated Horror, ça ne veut rien dire, on n'a pas le temps, abonnez-vous. Maïka Monroe dans le rôle principal, qui était déjà le rôle titre d'un des films d'horreur les plus impactants de la décennie précédente, It Follows. On dit souvent que les films d'horreur aujourd'hui ne sont qu'une suite de jumpscares sans inspiration. It Follows est le film avec les jumpscares les plus terrorisants que j'ai vu de ma vie. Vous ne me croyez pas? Regardez-le. En quelques années, elle a réussi à se créer une solide réputation de Final Girl dans des films grand public comme Independence Day ou plus indépendants comme Watcher. Avec Longlegs, elle confirme sa position de vraie Scream Queen. Un titre honorifique qu'on a aujourd'hui tendance à attribuer à toutes les actrices qui ont joué des Final Girls. Ce qui est dommage car à l'origine, ce titre on le doit beaucoup à Jamie Lee Curtis qui a fait de sa carrière entière une traque contre des monstres. Joyeux Halloween, Michael. Mais avec Longlegs, Maïka Monroe confirme marcher dans les pas de Curtis.
En tout cas, la communauté autour de Longlegs s'étend. Mais maintenant, tous les amateurs de films d'horreur vont regarder chaque annonce du film avec gourmandise. Bon, on va attendre le prochain trailer maintenant. Quoi ? Tu dis quoi ? Il y a un autre nom sur l'affiche ? Bon, ok, attends, je regarde. Il y a quoi qui s'y raconte ? Oh, d'accord. Nicolas fucking Cage. Je crois que c'est le moment où tout le monde est devenu complètement hystérique. Comment résumer Nicolas Cage ? Cet énergumène est un condensé de talent, de psychose et de fucking... Wow, Cage! Tellement invraisemblable qu'il a développé autour de lui une vraie fascination pour son personnage. Et non, tu sors de ma tête, tu n'existes pas! Volte-Face, Lord of War, Benjamin Gates, Snake Eyes, les ailes de l'enfer. Mais même s'il n'est plus à son âge d'or, sa personnalité et l'énergie qu'il met dans tous ses rôles ont réussi à l'élever pour beaucoup comme un des acteurs les plus appréciés d'Hollywood. On le voit brièvement dans le trailer, mais on suppose que c'est lui, et ça, c'est très étrange. Quand t'as un acteur de premier plan comme Cage, tu le mets partout dans ton trailer et sur les affiches. Pourquoi on le voit même pas ? Et c'est un autre coup de poker de Neon qui va porter ses fruits, ce qu'on pourrait appeler une soustraction stratégique. Au lieu de parier sur la simple notoriété d'un acteur ou d'un studio, Neon parie sur un mystère. Ils font délibérément le choix de ne pas dévoiler les informations essentielles pour jouer sur la frustration du spectateur. Même si vous n'aviez jamais entendu parler de ce film avant, après avoir vu la première vidéo, vous vouliez en savoir plus, parce qu'il n'y a rien de plus enivrant qu'une invitation au mystère. Et bah tiens, en parlant de mystère, on assiste à la première scène où l'actrice Maika Monroe découvre Nicolas Cage en Longlegs. Et est-ce que vous entendez là ? Ce sont les battements de cœur de Maika Monroe qui ont été enregistrés pour l'occasion. Action. Et ça, c'est de la soustraction. Maintenant que le code n'a plus aucun secret pour nous, voici une nouvelle énigme. À quoi ressemble Nicolas Cage ? Une question qui ne trouvera de réponse qu'en venant acheter un ticket, bien évidemment, mais on revient à la technique la plus primaire que les cinéastes utilisent pour rendre leur monstre terrifiant. Le dissimuler dans l'ombre. Alors j'ai deux questions. Mais je t'écoute. La première, tu me parles de stratégie marketing ou de cinéma là ? Les deux, mon capitaine. Quand t'as 10 films et séries qui sortent par semaine, t'es obligé de te démarquer. Alors quand t'as une boîte qui fait preuve d'autant de ruse et de débrouille pour essayer de mettre en avant un film, ça vaut quand même le coup d'en parler. Ok, et de deux, pourquoi on est tout seul dans ce bar ? On n'avait pas de budget figuration. La débrouille, hein. La débrouille. Revenons à Longlegs. Ça commence à faire beaucoup de très très bons signaux. À ce stade, ce n'est pas déconnant de supposer qu'on va assister à un chef-d'œuvre. Mais surtout, cette stratégie a eu une ampleur phénoménale sur les réseaux. Ce mystère est devenu un virus qui s'est propagé aux États-Unis et a pris une ampleur internationale. Au lieu de s'attaquer aux grands blockbusters sur leur terrain, ils ont créé une des plus grandes campagnes marketing sur le web pour un film. Et le plus drôle, c'est que ça leur a presque rien coûté. Et là, Neon a déjà gagné.
Ils ont trouvé leur cible, ils les ont fidélisés autour d'un mystère à résoudre et maintenant la cible va devenir un ambassadeur de la marque en parlant autour de soi, en republiant des posts, en faisant des fanarts et voilà comment un film passe d'inconnu à indispensable. En fait, là, la seule erreur que pourrait faire Neon maintenant, c'est de s'arrêter. En juillet 2024, Néon a connu son plus grand week-end d'ouverture au box-office avec le thriller d'horreur Longlegs. Après avoir récolté 22,6 millions de dollars sur 2510 cinémas. L'ouverture a marqué le plus gros total pour un film d'horreur original de 2024. L'un des meilleurs week-ends pour un film indépendant et la meilleure ouverture jamais réalisée pour un film d'horreur indépendant. Au cours de son 3e week-end, Longlegs est devenu le film le plus rentable de la société au box-office national, gagnant 58,6 millions de dollars, dépassant ce que Parasite a gagné avec 53,3 millions de dollars en 2020. De plus, il est devenu le film d'horreur classé R le plus rentable de 2024 et le film d'horreur indépendant le plus rentable de la dernière décennie, dépassant Talk to Me, Insidious chapitre 3 et Hérédité de Ari Aster. Et c'est pour ça que je suis au cinéma aujourd'hui. Alors maintenant, faisons place au film. Mais du coup, le film, il est bien ou pas? C'était sympa. Ok. Mais c'est tout quoi. Le film est intéressant, même si bon, le scénario est plutôt incohérent. Mais il y a des vraies séquences de tension et d'angoisse. Mais rien que j'ai pas déjà vu ailleurs. Enfin, je sais pas, je m'attendais. Tu t'attendais à un chef-d'œuvre? Ouais, par là quoi. Et donc tout ça pour ça. Personne n'a jamais dit texto, le film est incroyable quoi. C'est une entreprise. Ils ont vendu un produit, ils ont fait leur boulot en fait. Et moi je suis le cœur de cible, donc évidemment que j'ai foncé. Et à la fin, le film est moyen. C'est un bon film hein. Mais bon, ça rentre pas dans mon top 10 de l'année. Et le cinéma est une industrie, et nous vivons dans une société, et je t'en... Enfin, si. Il y a quand même quelque chose qui rend le film vraiment intéressant. Je t'écoute. Ok, j'ai besoin de faire le point. Ça parle de quoi, Longlegs ? Lee Harker est une nouvelle recrue du FBI un peu particulière. Elle possède une sorte d'instinct, un pouvoir de voyance qui lui permet de détecter le danger, ou plutôt le mal. Il est là-dedans. Qu'est-ce qui te fait dire ça? J'en sais rien. Pour mettre à l'épreuve ses talents, l'inspecteur Carter l'affecte sur un cas irrésolu d'un tueur en série insaisissable. Un tueur avec une méthode très particulière, car ce n'est pas lui qui tue ses victimes. Ce sont à chaque fois les familles qui s'entretuent elles-mêmes. On a trouvé une lettre avec les corps. Nous avons 10 lettres comme celle-là. Toutes écrites de la même main. 10 maisons, 10 familles. Au cours des 30 dernières années. Toutes les lettres sont signées du même mot. Longlegs. Quelqu'un ou quelque chose pousse les pères à commettre les crimes. Jusqu'à maintenant, on n'a pas la moindre idée de qui ou de quoi il s'agit. Elle a cette impression de le connaître, de l'avoir déjà rencontré. Ah, ok, ça c'est super intéressant. Vous vous rappelez au tout début la première vidéo qui était sortie ? Un père tue sa fille et s'enlève la vie. C'est une des pièces à conviction des meurtres de Longlegs, et les messages codés sont les mêmes messages que Lee découvre sur les lieux du crime. Comme elle qui enquête sur un serial killer, nous aussi nous avons enquêté. Les internautes qui ont suivi la promo cherchaient chaque information, chaque photo qui pouvait sortir. Ils étaient des membres de l'enquête. Comme Lee, nous avons craqué le code, et comme Lee, nous avons eu des visions, mais sous la forme de trailers. Et comme elle, nous sommes à la recherche de l'identité d'un personnage qui nous est familier. Avant même que le film ne commence, nous étions déjà projetés dans le personnage principal, nous étions déjà engagés émotionnellement. Sans le savoir, le film avait déjà commencé avant même que nous soyons rentrés dans la salle de cinéma. Et c'était pas fini. Le film s'adresse directement au spectateur, en dissimulant à 15 reprises l'ombre de Satan dans le film sous la forme d'une silhouette cornue.
Encore une énigme, mais ça je vous l'avais déjà dit. 4e long métrage, tous des films d'horreur, mais avec un vrai sens du cadrage et du rythme, car le diable est dans les détails. Ok, il est malin, c'est Osgood, y a pas à dire. Comment il faisait le tueur pour que les familles s'entretuent d'elles-mêmes? Mais en fait j'ai pas tout compris, c'est un peu le bazar à partir de la seconde moitié du film. Explique. Bah en gros... Le film fait petit à petit une bascule vers le fantastique. Le petit oiseau va sortir. Les intuitions de Lee étaient fondées. Elle a en effet déjà rencontré Longlegs quand elle était petite. Et grâce à une photo qu'elle retrouve dans sa chambre, elle permet d'identifier et de capturer Longlegs. Et enfin, nous allons assister à la première confrontation entre ces deux personnages que nous attendons depuis des mois. Et peut-être commencer à lever le voile sur tous ces mystères. Qui est votre complice? Vas-y. Je vais te laisser te remettre au travail. C'est qui l'homme là-dessous? Gloire à Satan. Longlegs n'était en réalité qu'un vaisseau de Satan, ou comme il l'appelle, celui qui vient d'en bas. Il construisait la poupée à l'image de la petite fille de la famille, née un 14 du mois. Et il y place une orbe noire, qui est le réceptacle par lequel le mal agit pour corrompre ses victimes et les forcer à s'entretuer. Et depuis sa cachette à l'intérieur de la poupée, le diable s'occupait du reste. Le seul petit bémol, c'est que pour que la malédiction fonctionne, le diable doit être invité dans la maison. Et la révélation finale nous apprend que c'est la mère de Lee Harker qui introduisait les poupées dans les foyers. Quand Lee était petite, Longlegs est venu à elle pour la maudire. Mais sa mère a fait un marché avec le démon. En échange de la vie de sa fille, elle sera une complice de Longlegs et se fera passer pour une nonne qui vient offrir un cadeau à la famille. Quand Lee aura compris, il sera trop tard. Sa mère aura déjà introduit la poupée dans la famille de son coéquipier, l'inspecteur Carter. Pour sauver la petite, elle sera obligée de tuer l'inspecteur, ainsi que sa mère, et mettre fin à la malédiction. Maman, ne m'appelle pas comme ça! Waouh. C'est quand même vachement tiré par les cheveux ton histoire. Ouais, la damnation éternelle, les 7 péchés capitaux, la fin du monde, tout ça. Une sorte de rituel familial satanique. Ouais, mais avec des poupées piégées et des boules de pétanque. Tu m'envoies tout ça chez le psy, puis on en parle plus, quoi. De ouf. Il doit avoir des trucs à régler avec sa mère, Perkins. Qui ça? Le réalisateur, Osgood Perkins. Oui. Perkins. Quoi, Perkins? Osgood Perkins, c'est son nom. Oui, j'ai compris que c'était son nom. Osgood Perkins. Pourquoi j'y ai pas pensé avant? Ok, pour la dernière fois, il va falloir qu'on remonte le temps. Il faut remonter loin, très très loin. Avant Immaculée, avant Zodiac, avant Parasite, avant Néon. Remonter à l'origine. Le film d'horreur avec lequel tout a commencé. « 1960. Alfred Hitchcock s'apprête à sortir le film qui va changer la face du cinéma à tout jamais. Psychose. L'histoire de Marion Crane qui fuit la ville de Phoenix et s'arrête dans un motel assez discret, le Bates Motel, tenu par le charmant Norman Bates et sa mystérieuse mère qui offre l'hospitalité à Marion, jusqu'à ce qu'elle soit sous la douche et que l'ombre de la mère Bates pénètre dans la pièce, ce qui donnera lieu à une scène de légende parmi les légendes. Mais le film nous menait sur une fausse piste dès le départ, jusqu'au moment où nous découvrons enfin l'identité de l'assassin. Tous les films d'horreur que vous regardez aujourd'hui sont de près ou de loin inspirés de Psychose. Norman Bates est le boogeyman originel qui ouvrira la voie à plein de personnages masqués que vous connaissez très bien. Seule une poignée de films dans l'histoire ont pu à ce point changer ce médium et propulser des carrières dans la légende. Et parmi eux, l'acteur qui jouait Norman Bates, Anthony Perkins, le père du réalisateur de Longlegs, Os Perkins.
Anthony rêve depuis le plus jeune âge de devenir acteur. Après la mort de son père quand il n'avait que 5 ans, il veut suivre ses traces et commence à Broadway. Il tourne aux côtés de Gary Cooper, de Fred Astaire, mais hélas, un éternel second rôle qu'on appelle pour jouer un premier de la classe un peu naïf ou idiot. Hitchcock, il en est parfaitement conscient quand il le choisit pour jouer Norman Bates. Il veut piéger le public avec un rôle à contre-courant de ce qu'on attendait de cet acteur. Et le piège a monstrueusement bien marché. En fait, il a tellement bien marché que Anthony ne s'en relèvera jamais. Psychose est le film le plus rentable de l'histoire à son époque. Anthony Perkins devient en quelques semaines une icône du cinéma. Lui qui était dans l'ombre depuis tant d'années est enfin dans la lumière. Il jouera dans des films de Orson Welles ou Sidney Lumet qui sont des monstres sacrés du cinéma, certes, mais maintenant que le monde l'a associé à l'image du plus grand tueur en série de l'histoire du cinéma, plus personne ne peut le voir comme le garçon maladroit, naïf et attachant, non. Anthony Perkins est Norman Bates ou n'est rien. Qui plus est, Anthony a une double vie. Il doit cacher sa bisexualité au grand public, qui ne le verrait pas d'un bon œil, tout en évoluant dans un Hollywood très puritain où une attitude machiste est beaucoup plus valorisée, surtout pour un acteur. Alors, il y a un secret pour garder une vie privée, et c'est de ne jamais répondre que « Ah non, ça c'est ma vie privée, je ne veux pas de ça ». Il faut toujours essayer de répondre une dixième, une huitième de la réponse ou évader un tout petit peu de l'idée de la question, mais jamais faire croire aux gens que vous avez quelque chose à cacher. Ah bon. Alors, dites-moi un huitième de la réponse. Mais qu'est-ce que c'est la question ? En fait, la suite de sa carrière est une longue dégringolade de tentatives inespérées de relancer la machine, de dépasser le nom de Norman Bates. Mais fatalement, 23 ans après, il réendosse le costume de Norman dans Psychose 2. On peut d'ailleurs voir son fils Os Perkins pour la première fois au cinéma sur ce plan, quand il joue à Norman Bates enfant. Résigné à ne pas pouvoir se débarrasser de ce fardeau, il réalise Psychose 3 l'année suivante, qui est un échec critique et commercial. Mais sans aucune autre porte de sortie, il enchaîne avec Psychose 4, qui n'aura même pas droit à être diffusé au cinéma et sortira directement en DVD. Sur le tournage de cet ultime film, Anthony est diagnostiqué séropositif et meurt d'une pneumonie le 12 septembre 1992. Il fera partie d'une longue liste d'acteurs dont la carrière est morte à cause d'un rôle trop lourd pour leurs épaules. I know I'll be seeing you again. Quand son père est parti, Os Perkins n'avait que 18 ans. Et nous voilà 32 ans plus tard, alors qu'il sort son 4e long métrage, le projet le plus important de sa carrière. Ok, bon, je n'arrive pas à me sortir de la tête que ces films se répondent. Enfin, regardez. 2 films qui commencent par nous entraîner dans une fausse piste. Dans Psychose, on pense regarder un thriller où Marion Crane est le personnage principal, alors qu'elle meurt à la moitié et qu'on regarde en réalité un film d'horreur. On pense regarder une enquête policière sur un tueur psychopathe, alors qu'on regarde un film fantastique occulte et que notre ennemi c'est le diable en personne. Les 2 serial killers au centre du récit entretiennent un rapport particulier avec l'héroïne. Ils sont d'ailleurs tous les 2 des artisans. L'un fabrique des poupées, l'autre empaille des oiseaux et sa maman au passage. Tous les 2 agissent sous la pression d'une force supérieure qui les commande, la mère pour Bates ou le diable pour Longlegs. Cependant, Longlegs n'est pas le seul à commettre des meurtres, contrairement à Bates, car c'est la mère de Lee Harker qui introduisait les poupées dans les foyers. Dans les 2 films, l'antagonisme clé est une mère tueuse. Une mère qui protège son fils contre la tentation ou une mère qui signe un contrat avec le diable pour sauver sa fille. Des mères qui, dans leur amour, vont se damner. Est-ce que tu fais encore tes prières? Non, maman. En fait, j'ai jamais fait mes prières. Elles me font peur. Tout ça n'est que pure théorie et interprétation, mais après tout, le film nous encourage depuis le début à proposer nos propres théories, donc je ne vais pas me gêner. Normalement, vous avez tous les éléments pour comprendre, mais si je vous remontre certaines pièces à conviction, ça devrait vous sauter aux yeux. Psychose est une clé. Une clé qui nous permet de voir ce qui se cache au cœur de Longlegs. Pour enfin comprendre, c'est qui l'homme là-dessous? Longlegs n'est qu'un outil, une coquille vide aux ordres d'un mal plus grand. Un mal insidieux,
dont on ressent la présence tout le long du film. Entre apparition, sixième sens ou prédestination. Satan est partout en même temps. Il est quelque chose qu'on ne peut même pas décrire, même pas concevoir, qui était là bien avant et sera là bien après. Même si Harker interrompt le dernier massacre et sauve la petite fille de l'inspecteur, le mal n'a pas disparu pour autant. La voix de Longlegs qui résonne depuis l'au-delà nous laisse croire que tout ça faisait partie du plan du diable, que nous n'avons pas réussi à éteindre la source du mal. Mais quelle est l'origine de ce mal, fondamentalement ? On va poser la question autrement. Qui est l'origine du mal dans Psychose ? La mère de Norman Bates, oui. Et qui tue dans Longlegs ? Ce n'est pas Longlegs, c'est la famille. Tout comme pour Psychose, l'origine du mal se transmet dans notre famille, dans notre propre sang. Le diable ne fait que révéler ce qui est déjà en nous. C'est ça, tout est ici. On a les victimes et les bourreaux réunis. Le père qui exécute, la mère qui corrompt, et l'enfant porteur du mal en lui. La vraie malédiction de Longlegs, c'est ça. C'est l'héritage maudit de notre histoire. Et alors, le sens de cette fin devient terrorisante. Ce regard frontal de Lee Harker nous transmet la plus grande peur et la plus grande obsession de tout le cinéma de Osgood Perkins. Peut-on échapper à l'héritage du mal, quand bien même si ce mal est inscrit en nous? Gloire à Satan. Moi, c'est un film qui quand même se reconnecte à un imaginaire du cinéma d'horreur qui était un imaginaire très prégnant à une certaine époque, notamment dans les années 70. On est dans un cinéma qui nous parle de l'Amérique. Et moi, je trouve qu'il y a des trucs de mise en scène qui sont super intéressants. C'est con, hein, mais je crois que c'est le premier ou l'un des premiers plans du film. C'est une petite maison perdue au milieu de la campagne, enneigée. Vraiment une vision de carte postale typiquement américaine. Alors, la province américaine, la ruralité américaine. Et cette image-là, moi, instantanément, elle me glace le sang. Et je pense que c'est un des projets esthétiques du film, c'est d'utiliser sa caméra d'une certaine manière, d'adopter certains angles de vue pour nous dire il y a quelque chose de tellement vicié, de tellement pourri dans l'Amérique et dans les fondements de l'Amérique que le mal est partout, l'angoisse est partout, même dans des images quotidiennes, il y a quelque chose qui déconne. Le poids du passé, c'est une sensation que Osgood Perkins ne connaît que trop bien. Son père s'en est assuré en l'appelant Osgood, le même prénom que son propre père, Osgood Perkins. Lui aussi comédien à Broadway, lui aussi mort prématurément quand Anthony avait 5 ans. Un héritage familial qui prédestinait le jeune Osgood à suivre le même chemin que ses pères, mais en tant que réalisateur. Ce fardeau, c'est le prix à payer pour un rêve nommé Hollywood. Et personne n'est en reste. À commencer par la fille de Janet Leigh, l'interprète de Marion Crane, j'ai nommé Jamie Lee Curtis. Pour dépasser l'héritage de sa mère, elle dut affronter bon nombre de monstres encore et encore pour enfin venger la mort symbolique de sa mère et écrire sa propre histoire. J'ai dû voir le film au moins 50 fois. Attendez, et si Osgood avait voulu lui aussi écrire la suite de cette histoire? Et si c'était ça, la véritable quête de Lee Harker? Offrir une rédemption au fantôme de Perkins en mettant fin à la malédiction. Car si Psychose est une clé pour Longlegs, alors Longlegs est peut-être aussi une clé pour Psychose. En se confrontant à sa mère, Lee Harker confronte également la mère de Norman Bates, l'origine du mal dans Psychose. Oh, mais oui, c'est ça que veut faire Os Perkins avec ce film. Écrire la fin de l'histoire, permettre grâce à son œuvre d'éteindre le mal à la source. Quand Lee Harker met fin au sortilège du diable, elle met fin une bonne fois pour toutes à la malédiction du rôle qui a emporté Anthony et lui offrir peut-être enfin une rédemption. Et tu es libre toi aussi, ma chérie.
Mais du coup, le film, il reste bien ou pas? T'as rien écouté ce que j'ai dit, en fait. Mais si, mais toi, tu vois ça comme ça. Mais si à la fin du film, je me suis fait chier, ben, je me suis fait chier, c'est tout. C'est pas faux. Mais c'est un peu une question de merde. Ah! En fait, le piège de cette question, c'est d'y répondre. Est-ce que si le film avait été à chier, ça enlèverait toute l'histoire qu'il y a derrière et tout son impact symbolique ou émotionnel? Attends, mec, tu me prends la tête, là. Si j'ai besoin d'un contexte pour avoir apprécié un film, c'est que le réel, il a pas fait son taf, c'est tout. Il y a autre chose que bon ou mauvais film. Comme quoi? Peut-être son héritage. À la fin de la séance, je ne pouvais m'empêcher de repenser à toute la campagne marketing qui a précédé le film. Et je me suis dit qu'on avait beaucoup à apprendre de la collaboration entre Oz Perkins et Tom Quinn. Le succès de cette campagne est pour moi symptomatique d'un rapport sain entre le réalisateur et le producteur, qui redouble d'imagination dans son projet publicitaire tout en restant toujours fidèle à ce qu'il vend. Rien que le fait que Neon ait choisi cette image comme point de départ de toute cette aventure nous prouve à quel point Tom Quinn avait compris Longlegs dès l'instant où il l'a vu. Tout comme il connaissait l'histoire tragique de la famille Perkins, et il a compris l'importance qu'avait ce film pour Osgood et pour la mémoire d'Anthony. Et ça en dit long sur la philosophie de Neon et sur l'importance de ne pas oublier son héritage. Non pas comme quelque chose qui nous empêche, mais comme quelque chose de précieux qu'il faut transcender. Bon, je veux pas non plus être entièrement naïf. Tom Quinn reste un patron comme un autre d'une importante société de production, certes indépendante, mais qui a pour principal but de faire de l'argent en vendant des films. Mais dans une ère où les majors américaines pondent des super productions plus médiocres les unes que les autres, à coût de centaines de millions de dollars, Sur le coup. Où les créateurs s'effacent totalement derrière des licences, où l'héritage du cinéma n'est plus qu'un culte à la nostalgie de quelque chose qui n'a jamais existé, où les plateformes créent du contenu hybride et désincarné à la chaîne, Bonhomme de neige en approche. où nos écrans sont submergés d'un matraquage publicitaire constant. Et, en fin de compte, dites-moi, qu'est-ce que ces films vont nous laisser comme héritage? Alors, soyons attentifs quand une entreprise comme Neon met autant d'efforts à nous faire découvrir des films aussi riches et variés. Car, en fin de compte, ils ne vendent pas que des films, ils vendent une idée du cinéma. Il est trop lent. Un cinéma d'auteur, à la personnalité forte et au style marqué. Brutal. Ou visionnaire. Vous avez baisé? Avec des artistes de toute nationalité. Sans aucune frontière. Qu'elle soit spatiale ou physique. Une étonnante diversité de personnages principaux féminins, souvent à la personnalité complexe, mais toujours combative. Que ça soit devant ou derrière la caméra. Thank you so much. Wow. Des sujets souvent provocateurs, mais toujours actuels. De colère. Et d'amour. Et ça, pour moi, c'est une idée du cinéma qui me plaît. Peut-être que nos yeux sont tournés vers le passé, mais au moins on ne s'arrête pas. Et on continue d'avancer.
on peut y aller là. Attends, faut dire aux gens de s'abonner et puis de partager la vidéo. Je m'en fous, c'est pas ma vidéo. Ouais, mais au moins de laisser un commentaire pour dire ce qu'ils en ont pensé. Maxime, les gens sont partis au début de la vidéo. Ok, aidez la chaîne financièrement sur le compte Tipeee. Maxime, tu n'as pas. Mais peut-être que les gens ont envie que j'en ai un. Ça y est, tu me saoules. Ok. On ne mesure pas encore tout l'impact que Neon a eu sur l'industrie. Ils ont littéralement changé la méta.